Peut-on l'imaginer? En seulement 3 petites semaines, plus de 100 000 Américains ont perdu leur emploi. La vague a été si brutale que, pendant que certains n'avaient même pas encore payé leurs courses, d'autres recevaient déjà leur lettre de licenciement. Et ce qui frappe encore plus, c'est que cette hémorragie d'emploi ne fait aucune distinction. Qu'il s'agisse d'ouvriers, d'employés de bureau, de chauffeurs-livreurs ou de personnes qui ont consacré toute leur vie à un travail en quête de stabilité, personne n'est épargné. Si quelques États clés commencent à vaciller, il ne s'agira plus seulement de leurs problèmes, mais bien d'une autre demain. Dans cette vidéo, on va s'arrêter sur 5 États qui s'enfoncent dans une spirale de perte d'emploi. En 3 semaines à peine, des dizaines de milliers de familles ont été poussées au bord du gouffre. La vraie question est donc la suivante. Assistons-nous à un simple passage à vide ou au signal d'une nouvelle ère d'instabilité pour l'économie américaine? Avant de plonger dans le détail, précisons que ce qui suit est une analyse indépendante, basée uniquement sur des données et des informations accessibles au public. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil financier ou politique. Commençons avec le premier État, autrefois surnommé fièrement la capitale de l'acier des États-Unis. Numéro 5, l'Ohio. Quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de 50% sur l'acier et l'aluminium, l'Ohio a vu disparaître plus de 15 000 emplois dans l'industrie manufacturière. Sur le papier, c'est un chiffre. Mais visualisons-le autrement. Cela représente l'équivalent de 3 stades de football pleins à Cleveland. Du jour au lendemain, toutes ces personnes n'avaient plus de travail. Cleveland, Youngstown, des noms autrefois synonymes de vallée de l'acier et de fierté industrielle. À l'époque, la sirène de l'usine marquait le rythme de toute la ville. Aujourd'hui, les usines ferment les unes après les autres. Les rues se vident, les vitrines se ferment, et les panneaux « à vendre » flottent dans le vent. Les responsables politiques avaient promis que ces taxes allaient relancer l'emploi local. Mais une question se pose. Chez qui, exactement? En Ohio, le coût de l'électricité pour l'industrie varie entre 8 et 12 cents par kilowattheure, alors qu'au Canada, il tourne autour de 4,5 cents grâce à l'hydroélectricité. Résultat, les prix de l'acier et de l'aluminium américain s'envolent, pendant que le Canada fête ses records de production. Les ouvriers de l'Ohio, eux, ne sont pas retournés à l'usine, mais bel et bien à la maison, avec un chèque de chômage en poche. Prenons l'exemple de cet homme de 52 ans, originaire de Youngstown. Toute sa vie, il a travaillé dans une aciérie. À son fils, il répétait souvent « En Amérique, si tu travailles dur, tu auras toujours du travail ». Aujourd'hui, il se retrouve à calculer son budget. Une facture d'électricité qui grimpe, les médicaments de sa femme impossibles à réduire, et des frais universitaires pour sa fille qu'il n'a aucune idée de comment payer. Ce n'est plus une question de politique abstraite, mais un sujet de discussion qui revient à table chaque soir. Dans la Rust Belt, la classe moyenne avait déjà du mal à joindre les deux bouts. Désormais, elle doit choisir entre payer l'électricité ou acheter les médicaments, entre un pack de bière à Walmart ou un repas complet pour son enfant. Voilà la réalité amère. Des décisions présentées comme patriotiques finissent en facture salée, pour nous. Et je vous pose directement la question. La dernière fois que vous êtes allé chez Walmart ou Costco, avez-vous remarqué combien votre ticket avait augmenté? Un pack de bière, une boîte de soupe ou même une simple douzaine d'œufs. Combien ça vous a coûté en plus? Partagez vos chiffres dans les commentaires, pour que nous puissions comparer et voir qui paie le prix le plus lourd. On nous promet que les emplois reviennent au pays. Mais il semblerait que les usines se soient trompées d'adresse. Au lieu de revenir en Ohio, elles sont reparties au Québec. Si c'est ça, rendre sa grandeur à l'Amérique, alors ce sont les Canadiens qui en profitent. Mais l'Ohio n'est qu'un début. Car si des bastions industriels tombent aussi vite, attendez de voir ce qui se passe au cœur historique de l'acier américain. Numéro 4, Pennsylvanie. Vous vous souvenez de Pittsburgh? Autrefois surnommée la ville de l'acier, avec ses ponts dorés traversant l'Allegheny et la Monongahela. Dans le temps, il suffisait de lever la tête pour voir les panaches blancs s'échapper des hauts fourneaux, comme autant de drapeaux d'une Amérique triomphante. Aujourd'hui, ce surnom s'efface peu à peu. La Steel City devient la Silent City, la ville silencieuse. À Erie, à Johnstown, les petites usines ferment, les licenciements s'accumulent. Inutile de lire le journal, il suffit de regarder autour de soi. Des maisons mises en vente, des commerces fermés, des cours de récré vides. Une économie autrefois dynamique ressemble désormais à un vieux film repassé à l'envers. Et ce n'est pas une première. En 2002 déjà, les États-Unis avaient imposé des droits de douane pour protéger l'acier. Le résultat? Selon l'Institut Peterson, chaque emploi sauvé dans l'acier a détruit 8 emplois ailleurs. Aujourd'hui, le scénario semble rejoué, mais cette fois-ci, les pertes sont encore plus rapides, encore plus larges. Prenons ce mécanicien, qui travaillait depuis 40 ans dans un atelier dépendant de l'acier importé. Il lui restait seulement quelques années avant la retraite. Son rêve était simple,
économiser assez pour emmener sa femme chaque hiver en Floride. Mais voilà, son atelier a fermé. Il a dû casser sa retraite par anticipation pour payer ses médicaments pour le cœur. Son rêve de retraite s'est évaporé, comme la fumée du dernier haut fourneau de Johnstone. Et ce n'est pas seulement son histoire. C'est celle de milliers d'Américains ordinaires. La Pennsylvanie ne perd pas seulement des emplois. Ici, on paie plus cher pour tout. Pour le camion qu'on prend pour aller au travail, pour la bière du week-end, pour les courses du quotidien. Même les petites dépenses deviennent un poids. Et quand on a 50 ou 60 ans, on ne peut pas se réinventer du jour au lendemain. On ne passe pas d'ouvrier sidérurgiste à chauffeur Uber comme ça. Voilà une vérité dure que les discours politiques taisent. On appelle ça « America First ». Mais pour la Pennsylvanie, ça ressemble surtout à une retraite forcée. Les responsables avaient juré que les emplois reviendraient. Pourtant, au lieu de regagner les États-Unis, ces postes se sont égarés et ont atterri durablement au Canada. Alors on pourrait se demander, devons-nous simplement attendre, résigner, en sachant que nous partons avec un handicap? Pas tout à fait. Certaines communautés en Pennsylvanie ont décidé de tracer leur propre route. Elles investissent dans les énergies propres, se lancent dans la fabrication de batteries ou s'appuient sur des ateliers qui exportent vers l'Europe, au lieu de dépendre uniquement de la chaîne d'approvisionnement nationale. Ce n'est pas une solution miracle, mais cela montre qu'à défaut de soutien fédéral, les habitants peuvent encore trouver des moyens de se relever et d'avancer. La Pennsylvanie, c'est un peu comme une chanson qui se répète. Le glorieux passé de l'acier refait surface. Mais si là-bas on rejoue l'histoire d'hier, dans l'état suivant, c'est le présent douloureux de l'industrie automobile qui s'écrit, avec des dizaines de milliers d'emplois, qui disparaissent aussi vite qu'un nuage de fumée d'échappement. Numéro 3 Michigan. Prenons l'exemple d'un vieil homme de Monroe, dans le Michigan. Au départ, il croyait dur comme fer que les nouvelles taxes allaient redonner vie aux usines. Mais au lieu d'agiter fièrement le drapeau américain sur une chaîne de montage, il se retrouve à remplir une demande d'allocation chômage. Et Richard est loin d'être un cas isolé. Il fait partie des milliers de travailleurs sacrifiés par une politique économique mal calculée. Détroit, Monroe, Flint, trois noms autrefois synonymes de grandeur automobile. Là où Ford fabriquait la Mustang, là où General Motors produisait des millions de Chevrolet. Mais aujourd'hui, l'acier et l'aluminium coûtent trop cher. Rien qu'en un an, la prime sur l'aluminium du Midwest a bondi de 190%. Concrètement, si vous avez acheté un pick-up Silverado à 40 000 $ l'an dernier, rien que le métal représente désormais plusieurs milliers de plus. Les constructeurs ne tiennent pas la cadence. Et quand l'industrie ne suit plus, vous le savez, c'est la masse salariale qui trinque. C'est l'histoire de cet ouvrier d'âge mûr, fier de faire vivre sa famille. Il bossait de nuit, conduisait son F-150 et emmenait les siens au restaurant le vendredi. Aujourd'hui, avec la suppression des quarts de travail, le revenu a fondu. Les repas en famille sont remplacés par des nouilles instantanées à la maison. Sa femme s'inquiète pour l'assurance santé. Ses enfants doutent de pouvoir continuer leurs études. Voilà comment une vie stable se transforme du jour au lendemain en incertitude permanente. N'est-ce pas ironique? Détroit a bâti la Mustang, symbole de puissance et de vitesse, mais ses ouvriers n'ont plus qu'une compétence aujourd'hui, remplir des formulaires de chômage. Si le but était de rendre sa grandeur à l'Amérique, alors il faut admettre que c'est plutôt le Canada qui rend sa grandeur à l'aluminium. Et vous, la dernière fois que vous avez acheté une voiture neuve ou simplement fait réparer l'ancienne, avez-vous remarqué combien la facture avait grimpé? Racontez-le dans les commentaires. Nos expériences du quotidien en disent souvent plus long que les discours politiques. Malgré tout, tout n'est pas sombre. Certaines villes du Michigan s'adaptent. Des usines se reconvertissent dans la production de batteries pour véhicules électriques, profitant des politiques de soutien aux énergies vertes. Bien sûr, cela ne compensera pas toutes les pertes d'emplois, mais c'est la preuve qu'avec de la volonté, les habitants peuvent encore rebondir, même quand les décisions fédérales semblent leur mettre des bâtons dans les roues. Le Michigan se retrouve ainsi coincé à un carrefour de l'industrie automobile. Mais là où l'automobile s'essouffle, que l'on touche à une autre corde sensible, la bière. Et là, c'est tout le week-end américain qui en prend un coup. Numéro 2 Wisconsin. Imaginez un samedi après-midi à Milwaukee. Vous entrez dans un Walmart, passez devant les rayons familiers Miller, Budweiser, Core, les canettes brillent sous les néons. Mais au lieu de remplir votre caddie comme d'habitude, vous hésitez. Les prix ont flambé. Un pack de 24 qui coûtait 18 $ l'an passé en vaut désormais 24. Alors vous avalez votre salive et réfléchissez. Dois-je sacrifier quelques canettes ou enlever 2-3 boîtes de nourriture pour les enfants? Le Wisconsin, c'est la terre sacrée de la bière américaine, où l'Oktoberfest se vit presque toute l'année. Mais aujourd'hui, brasseurs et fabricants de canettes tirent la sonnette d'alarme. Pourquoi?
Parce que leur production repose presque entièrement sur l'aluminium bon marché. Avec la flambée des taxes, les coûts de fabrication ont bondi de 16 à 20% en seulement 6 mois. Et au bout du compte, qui paie la différence? Nous. Vous, moi, le consommateur. Les droits de douane ne sont qu'un morceau du problème. Les ruptures de chaînes d'approvisionnement après la pandémie aggravent encore la situation. Résultat, les petites brasseries, fierté de l'État, ne tiennent plus. Des centaines d'entre elles ont réduit la voilure ou mis la clé sous la porte. Ces marques artisanales que les habitants adoraient ne sont plus que des enseignes défraîchies au bord des routes. Le week-end américain typique, c'est un barbecue dans le jardin, une glacière pleine de bière et un match de foot entre voisins. Aujourd'hui, chaque canette ressemble à un produit de luxe. Quand un homme du Wisconsin se retrouve à hésiter entre le pain et la bière, on comprend que les plaisirs simples se transforment en compromis amers. On appelle ça une taxe patriotique. Mais difficile de se sentir patriote en posant les yeux sur une Miller Lite en se disant « Peut-être que mon patriotisme, c'est de boire moins ». À quoi bon Oktoberfest, si même la petite fête de juillet dans le jardin coûte trop cher? Et vous, la dernière fois que vous avez fait vos courses, avez-vous dû remettre un article en caisse parce que son prix avait explosé? Partagez votre expérience. Vous verrez, des milliers de familles du Wisconsin et d'ailleurs traversent exactement la même chose. Bien entendu, le Wisconsin, lui non plus, n'est pas resté les bras croisés. Certaines brasseries locales ont décidé de passer aux bouteilles en verre réutilisables ou de collaborer avec des entreprises spécialisées dans le recyclage de l'aluminium pour réduire leurs coûts. D'autres mettent en avant le slogan « Acheter local » afin de préserver les emplois au sein même de la communauté. Bien sûr, cela ne règle pas tous les problèmes, mais cela montre au moins que, malgré des politiques qui font flamber le prix d'une simple pinte, les gens ordinaires, nous tous, pouvons encore lever notre verre ensemble. Et si le Wisconsin perd sa bière, alors le dernier de cette liste, lui, risque de perdre son acier. Et là, il ne s'agit plus seulement de quelques canettes, mais du cœur même de l'industrie américaine. Nous sommes l'épine dorsale de ce pays, disent les sidérurgistes. Mais cette colonne vertébrale tiendra-t-elle encore longtemps? Numéro 1, l'Indiana. Le nord-ouest de l'Indiana, autour de Gary et Hammond, reste le plus grand centre de production d'acier du pays. Pendant des décennies, des dizaines de milliers d'emplois y ont fait vivre toute une région. Mais lorsque les taxes sur les importations d'acier ont grimpé à 50%, au lieu de faire baisser les prix intérieurs, elles les ont fait grimper encore plus. Résultat, des milliers d'emplois supprimés, des usines qui tournent au ralenti et des quartiers entiers vidés, avec des commerces qui ferment les uns après les autres. Pendant que les États-Unis s'enfermaient dans ces mesures protectionnistes, le Canada a saisi sa chance. Les clients étrangers qui se fournissaient traditionnellement aux États-Unis signent désormais leurs contrats avec le Québec et l'Ontario. Les revenus de la métallurgie canadienne ont bondi de près de 13%, pendant que les ouvriers de l'Indiana voyaient leurs emplois filer de l'autre côté de la frontière plus vite qu'un train chargé d'acier. Une ironie amère. Ces politiques censées protéger l'industrie ont en réalité fait de l'Indiana le grand perdant. Et pour une ville comme Gary, déjà fragilisée par de multiples tensions sociales, l'acier n'est pas qu'un salaire, c'est aussi une fierté, une identité. Aujourd'hui, ce père de 55 ans qui enchaînait autrefois des journées de 12 heures pour nourrir toute sa famille doit accepter une vérité dure. Son fils n'entrera probablement jamais dans l'atelier comme lui. L'église s'est vidée, les petites boutiques ont disparu, et le sentiment d'une communauté qui perd son âme est plus fort que jamais. Autrefois, l'acier de l'Indiana servait à bâtir les grands ponts qui enjambent le Mississippi, symbole de progrès et de lien entre les Américains. Aujourd'hui, ces ponts semblent surtout conduire les emplois vers le Canada. Une passerelle économique que personne, ici, n'aurait voulu construire. Alors, je vous pose la question, si le métier sur lequel vous comptiez depuis 20 ou 30 ans disparaissait du jour au lendemain, que feriez-vous? Changer de carrière? Retirer vos économies pour partir en retraite anticipée? Ou simplement attendre, impuissant, pendant que vos factures s'empilent? Des milliers de familles de l'Indiana vivent déjà ce dilemme. Heureusement, tout n'est pas sombre. Certaines communautés de l'État tentent de se réinventer. Des usines sont transformées pour produire des matériaux de construction légers, des investissements sont lancés dans les énergies renouvelables, et des travailleurs se forment à de nouvelles compétences pour intégrer les grands projets fédéraux d'infrastructures. Cela ne suffira pas à sauver tout le monde, mais cela prouve au moins une chose, les habitants refusent de rester immobiles dans l'obscurité. Mais la question demeure, l'Amérique saura-t-elle tirer les leçons de ces histoires, ou bien répétera-t-elle encore et encore les mêmes erreurs? Imaginez, 100 000 emplois envolés en à peine 3 semaines dans 5 États du Rust Belt. Et si cette vague ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Ohio, de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de l'Indiana, mais gagnait l'ensemble du pays? Selon des économistes, si ces politiques de taxation se poursuivent 6 mois de plus, les pertes pourraient grimper entre 600 000 et 800 000 emplois.
Pour vous donner une idée, c'est comme si toute la population de Boston disparaissait du marché du travail en un semestre. Et il ne s'agit plus seulement d'acier ou d'aluminium. L'automobile est déjà touchée. Chaque véhicule coûte désormais plusieurs milliers de dollars de plus, repoussant toujours plus loin le rêve d'une voiture neuve pour les familles de la classe moyenne. Les appareils électroménagers suivent la même tendance. Frigo, machine à laver, four micro-ondes, tous faits de métal, alourdissent encore la facture. Même le quotidien est impacté. Une canette de bière, une soupe en conserve, ou même la nourriture pour chat deviennent presque des produits de luxe. Et qui encaisse le choc? Pas les politiciens de Washington, mais les Américains ordinaires. Aux caisses de Walmart ou de Costco, c'est palpable. Un client racontait: quand le prix de l'aluminium a grimpé, l'usine a licencié 20% du personnel, et j'étais dedans. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû demander des allocations chômage. Son fils, en dernière année de lycée, lui a répondu: papa, peut-être que je repousserai mes études pour travailler. Voilà comment l'effet domino s'étend. Parti des États industriels, il atteint jusque dans les foyers qui se croyaient à l'abri. On disait autrefois: ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais en économie, ce qui se passe dans le Rust Belt ne s'y arrête jamais. Une politique mal pensée peut se propager plus vite qu'un virus, et c'est toute l'Amérique qui finit par en subir les conséquences. Alors, qu'en pensez-vous? Si, d'ici l'an prochain, le nombre de pertes d'emplois atteignait le million, à quoi ressemblerait l'Amérique? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur votre propre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car ce sont vos histoires personnelles qui permettent de donner un vrai visage à cette réalité. Bien sûr, tout n'est pas sans issue. Certains spécialistes estiment qu'il est temps pour les États-Unis de rééquilibrer leur stratégie, investir davantage dans une énergie bon marché, miser sur le recyclage des métaux et privilégier une coopération commerciale intelligente plutôt qu'une confrontation systématique. Ce n'est pas une solution immédiate, mais au moins cela prouve que si nous voulons éviter qu'une crise nationale ne s'installe, il faut changer notre manière de jouer avant que l'échiquier ne penche définitivement du côté adverse. Nous venons de traverser 5 États, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et l'Indiana. 5 chapitres d'un livre sombre intitulé « 100 000 emplois disparus en seulement 3 semaines ». Ces chiffres ne sont plus de simples données dans un rapport. Ils se traduisent en factures d'électricité trop lourdes, en additions de supermarchés qui explosent, et en dîners silencieux dans des milliers de foyers américains. En un claquement de doigts, 100 000 emplois se sont évaporés, comme une tempête balayant le cœur industriel du pays. 5 bastions manufacturiers sont devenus l'épicentre de cette tourmente. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le Canada affichait une hausse de 12 à 13% de ses revenus liés à l'aluminium, et ses usines célébraient presque nos difficultés comme une victoire économique. Mais le plus inquiétant, c'est que si cette vague continue de s'étendre, on pourrait assister à la disparition de 600 000 à 1 million d'emplois en seulement un an. Alors, que restera-t-il des États-Unis, autrefois surnommés l'atelier du monde? Et la véritable question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo: avons-nous tiré les leçons de ces échecs, ou allons-nous répéter éternellement le même cycle? Plus encore, avez-vous personnellement constaté l'augmentation de vos courses, de vos frais médicaux ou encore de vos réparations automobiles ces derniers mois? Partagez vos expériences dans les commentaires, car derrière les statistiques, ce sont vos témoignages qui illustrent réellement l'impact de ces politiques sur la vie des Américains ordinaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Chacun de vos soutiens nous permet d'aller plus loin, d'analyser en profondeur et de vous apporter ces récits que les grands médias choisissent souvent d'ignorer. Et surtout, cela montre que les Américains tiennent encore à connaître la vérité. Toutes les analyses que vous venez d'entendre reposent sur des rapports économiques, des données issues d'organismes de recherche indépendants et des témoignages réels de travailleurs. Ce n'est pas un conseil financier ou politique absolu, mais une invitation à réfléchir ensemble, à discuter et à chercher collectivement une voie d'avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.